Naofumi est un otaku raté qui se retrouve propulsé dans un monde magique pour y être étiqueté comme l'inutile héros au bouclier. Mais après qu'une traîtresse lui a tendu un piège et l'a fait exiler du royaume, il décide de monter en niveau pour devenir le plus fort et écraser tous ceux qui l'ont méprisé. Le jour où Naofumi a atterri dans cet autre monde, il a trouvé 3 autres héros avec lui. Motoyasu avec sa lance, Ren avec son épée et Itsuki avec son arc. Les invocateurs ont escorté les 4 héros pour rencontrer le roi Melromarc. Le roi a ensuite exposé la situation. Leur nouveau monde était ravagé par des vagues de calamités, des portails interdimensionnels crachant des monstres au hasard, et ils avaient été choisis pour les arrêter. Cependant, le problème était qu'ils n'étaient pas encore assez forts pour gérer tout ça. Le roi a donc promis de trouver des volontaires pour les aider à progresser. Puis une douzaine d'aventuriers sont arrivés et pas un seul n'a choisi ce raté de Naofumi. Il s'avère qu'en tant que héros au bouclier, il était le plus faible, donc personne ne voulait de lui dans son groupe. Cependant, à ce moment-là, une belle garce nommée Min s'est avancée pour rejoindre son équipe, faisant croire à Naofumi que sa vie de protagoniste d'isekai commençait enfin. Le roi a distribué des montagnes d'or à chaque héros, donnant la plus grosse à Naofumi puisqu'il partait seul. Dehors, lui et Min se retrouvent, et Naofumi la remercie d'être là pour lui, alors il décide qu'il la défendra quoi qu'il arrive. Min l'a ensuite conduit chez un forgeron nommé Erhard. Cependant, quand il a essayé de prendre une épée, elle lui a échappé des mains car son statut de héros au bouclier lui interdisait d'utiliser d'autres armes. Il a ensuite acheté un manteau banal alors que Min l'a presque forcé à acheter l'armure la plus chère du magasin avec l'or du roi, lui promettant de le récompenser plus tard. Lors de son premier jour d'entraînement, Naofumi a affronté des monstres d'Halloween et ses limites au combat étaient flagrantes car il lui a fallu bien trop de temps pour en abattre un. Mais la bonne nouvelle était que son bouclier pouvait absorber les restes de monstres et débloquer de nouvelles formes. Plus tard ce soir-là, lors d'un dîner presque romantique, elle a suggéré de partager un verre de vin. Mais Naofumi a dit qu'il ne buvait pas, tout en promettant de l'inviter à un rendez-vous un jour. Il est ensuite allé dans sa chambre, mais avant de dormir, il a caché des pièces dans son bouclier, ce qui fut judicieux, car le lendemain matin, tout le reste avait disparu. Et alors qu'il essayait de dire à Min ce qui s'était passé, les gardes royaux l'ont saisi et l'ont traîné devant le roi et les autres héros. Il a tenté d'expliquer qu'il avait été volé, mais Min a accusé Naofumi d'avoir tenté de l'agresser, choquant tout le monde. Le roi a déclaré l'offense passible de mort et personne dans cette pièce n'avait envie d'entendre la version de Naofumi. Alors que Min lui lançait des regards suffisants, Naofumi a fait le rapprochement. Il a vu Motoyasu avec le manteau qu'il s'était acheté la veille et Min avec son armure étincelante et a compris qu'il avait été piégé dès le début car elle ne l'avait rejoint que pour le dépouiller. Lorsqu'il a exigé des preuves, un chevalier a opportunément sorti un morceau de vêtement déchiré, affirmant qu'il avait été trouvé dans sa chambre. Naofumi a rétorqué que ce n'était pas là à son réveil, mais tout le monde s'en fichait. Acculé, il a exigé d'être renvoyé chez lui, mais le roi a également refusé. Les héros ne pouvaient être renvoyés qu'une fois les vagues de calamités stoppées. N'ayant plus rien à perdre, Naofumi a repoussé les gardes et a quitté le château en trombe. Errant sans but, Naofumi est tombé sur Erhard, le forgeron qu'il avait équipé plus tôt. L'homme a levé le poing comme s'il allait frapper, mais quelque chose dans l'expression de Naofumi l'a arrêté. Au lieu de cela, Erhard lui a donné une armure d'occasion et lui a dit de le rembourser quand il le pourrait. Brûlant de rage et sans personne sur qui la passer, Naofumi est allé dans les champs et a passé sa frustration sur les innocents monstres d'Halloween. Le lendemain, il ramassa les restes de monstres de son carnage et alla voir un marchand pour les vendre. Quand le marchand tenta de le sous-payer, Naofumi ouvrit son manteau pour révéler plusieurs ballons vivants et tortura le marchand jusqu'à obtenir un prix juste. C'est devenu sa méthode habituelle, utilisant tout moyen de pression pour garantir des échanges équitables. Mais en chemin, Naofumi remarqua quelque chose de troublant. Il avait totalement perdu le sens du goût depuis le jour des fausses accusations. 2 semaines et 2 niveaux plus tard, il était coincé dans une boucle frustrante. Sans assez de puissance offensive, il ne pouvait pas vaincre de monstres plus forts pour progresser. Pourtant, une nuit, un petit homme étrange apparut avec une proposition inhabituelle. Plutôt que de continuer avec des alliés peu fiables qui pourraient le trahir à tout moment, Naofumi avait besoin de quelqu'un lié magiquement à son service. Le petit homme bizarre s'avéra être un marchand d'esclaves opérant dans une grande tente remplie d'êtres en cage. En examinant les options, Naofumi repéra une petite demi-humaine malade semblable à un raton laveur caché dans une cage. Le marchand tenta d'abord de lui vendre un homme-bête de type loup-garou de haut niveau, mais le prix était trop élevé pour lui. Il regarda d'autres options et finit par choisir Raftalia, la jeune demi-humaine chétive qu'il avait remarquée plus tôt. Dans la chambre du marchand, il traça un sceau sur sa poitrine et son statut apparut sur l'écran de son groupe. Avant de partir, Naofumi lui demanda son nom et elle répondit qu'elle s'appelait Raftalia. De retour à la forge, Naofumi donna 6 pièces d'argent pour une arme et dit à Raftalia de poignarder les monstres d'Halloween cachés sous lui.
Elle restait là, trop effrayée pour bouger, alors il activa sa malédiction. Elle se précipita et le poignarda. Elle éventra le monstre d'Halloween et gagna ses premiers points d'expérience. Alors qu'elle reprenait son souffle au sol, il lui dit qu'elle serait son épée pendant qu'il la protégerait. Plus tard ce jour-là, ils retournèrent à chasser des monstres d'Halloween, et une fois fini, le bouclier de Naofumi commença à monter de niveau. Raphtalia lui demanda qui il était et il lui répondit qu'il était le héros au bouclier. Cela lui rappela immédiatement un souvenir de sa famille, lui demandant quel héros elle préférait. Et quand elle mentionna le héros au bouclier, ils furent ravis car il était le seul connu pour traiter les demi-humains avec bonté. Elle lui demanda son vrai nom et il lui dit que c'était Naofumi, puis lui donna un remède pour sa maladie. Cette nuit-là, pendant que Naofumi veillait, Raphtalia fit un cauchemar dans son sommeil. Elle revivait le jour où un monstre à 3 têtes avait massacré sa famille. Ses parents l'avaient jetée à la mer pour la sauver avant que la bête ne les dévore. Elle se réveilla en hurlant leur nom et Naofumi la serra contre lui jusqu'à ce qu'elle cesse de trembler. Le lendemain matin, le pharmacien dit à Naofumi qu'il gagnerait bien plus en produisant des remèdes qu'en vendant des herbes brutes. Alors, Naofumi demanda à lui emprunter ses outils sur le champ. Lors d'une aventure quelques jours plus tard, un lapin croisa leur chemin et Naofumi dit à Raphtalia de le poignarder. Elle refusa, ne voulant pas le voir saigner. Il activa donc la malédiction et lui dit clairement que si elle ne pouvait pas attaquer, il ne pourrait plus s'occuper d'elle et que les vagues détruiraient tout ce monde. Dès qu'elle comprit qu'il travaillait réellement à arrêter les vagues, sa détermination fut totale. Elle chargea le lapin et l'acheva d'un coup, puis lui dit qu'elle ne resterait pas faible et qu'elle ferait tout pour rester à ses côtés. De retour à l'armurerie ce soir-là, Naofumi décida qu'il lui fallait une plus grande épée pour la suite. Le forgeron sortit une épée courte en fer et dit qu'elle lui irait parfaitement. Naofumi jeta un œil à ses fonds et réalisa qu'il perdait de l'argent rapidement. Alors il demanda s'il y avait des villages voisins pour gagner quelques pièces. Le forgeron les a dirigés vers le village voisin, précisant qu'on y trouvait du travail rapide, bien qu'un peu louche. Au village, ils s'engagèrent dans une grotte et, chemin faisant, Raphtalia lui demanda comment elle devait l'appeler. Il lui a répondu qu'il s'en fichait et qu'elle n'avait qu'à choisir ce qu'elle voulait. Ils s'enfoncèrent plus loin et Naofumi commença à marteler quelques cristaux précieux. Lorsqu'il eut fini et qu'il se retourna, il trouva Raphtalia toute tremblante. Soudain, un monstre à 2 têtes surgit de l'ombre et dès qu'elle le vit, elle devint livide. Il ressemblait trait pour trait à la bête à 3 têtes qui avait décimé sa famille et ses souvenirs ont ressurgi d'un coup. La créature a bondi sur elle, mais Naofumi s'est jeté pour l'écarter du danger. En remontant, elle lui a raconté ce que ce monstre avait fait au sien et il a compris pourquoi elle criait chaque nuit dans son sommeil. Avant même de pouvoir souffler, la bête a refait surface. Il lui a dit qu'en augmentant assez leur expérience pour la vaincre, elle pourrait venger ses parents et empêcher que d'autres familles ne subissent le même sort. Puis il a chargé droit sur elle. Il a bloqué une tête avec son bouclier, mais la seconde a planté ses crocs dans son épaule. Alors que la situation empirait, il a crié à Raphtalia de bouger, mais elle restait pétrifiée sur place. À court d'options, il lui a dit de fuir, qu'elle serait libre une fois qu'il ne serait plus là. Mais cela a provoqué un déclic en elle. Elle s'est souvenue de ses parents, se faisant massacrer sous ses yeux pour la protéger et de chaque instant où Naofumi l'avait maintenue en vie et avait veillé sur elle. Craignant de finir sa vie seule, elle s'est élancée et a planté sa lame dans l'une des têtes, mais le monstre l'a projetée à l'autre bout de la grotte. L'autre tête l'a prise pour cible et Naofumi a lancé son bouclier pour la protéger. Profitant de l'ouverture, elle a transpercé le cœur de la bête qui s'est effondrée, morte. Ils ont gagné de l'expérience et Raphtalia s'est précipitée vers lui en pleurant de soulagement tandis qu'il la laissait faire. Après 2 semaines de chasse aux monstres, la situation avait bien changé pour le duo. Naofumi avait passé son temps à nourrir son bouclier avec les restes des créatures vaincues, ce qui avait débloqué une multitude de nouvelles capacités. Raphtalia, de son côté, avait subi un changement qui n'avait rien à voir avec les boucliers. Elle était devenue une jeune femme presque du jour au lendemain, ce qu'une personne normale aurait remarqué, mais pas Naofumi, car c'est un idiot. Après s'être fait malmener par un monstre porc épique, ils sont passés chez Erard pour améliorer leur armure. Le forgeron a tout de suite remarqué la croissance de Raphtalia et s'est mis à l'admirer d'un air un peu trop insistant. Naofumi, lui, restait de marbre, se disant que quiconque commentait son apparence devait avoir des goûts bizarres, ce qui donnait à Raphtalia une envie folle de l'étriper. Au lieu de choisir ce qu'il y avait en rayon, ils ont passé une commande sur mesure et sont repartis après le dîner. Naofumi continuait de traiter Raphtalia comme la gamine qu'il avait rencontrée, et chaque seconde qui passait mettait sa patience à rude épreuve. Une fois l'armure barbare prête, Naofumi commença à réfléchir sérieusement à la prochaine vague. Le moment et le lieu restaient un mystère, jusqu'à ce qu'Erard lui parle du sablier de l'ère du dragon, une horloge géante qui suit les vagues et y téléporte les héros. Naofumi a reçu cette information avec l'agacement d'un homme furieux qu'on ne l'ait pas prévenu plus tôt.
Ils se sont ensuite rendus à la tour pour vérifier si Erard disait vrai ou s'il lui racontait des salades. La visite à la tour a vite tourné au cauchemar, avec l'arrivée des 3 autres héros, Motoyasu, Ren et Itsuki. Motoyasu a géré la situation en flirtant sans vergogne avec Raphtalia tout en lançant des piques à Naofumi. Naofumi en a eu assez en 30 secondes et a tout de suite emmené Raphtalia, jugeant que se préparer pour la vague était un bien meilleur usage de son énergie que de rester là à écouter ça. Pendant ce temps, Raphtalia ignorait ce qui se passait et quand elle a interrogé Naofumi, il n'a pas répondu. Juste avant que la vague ne frappe, Raphtalia a pris Naofumi à part et lui a dit tout ce qu'elle avait sur le cœur. Elle lui a dit sa gratitude, a promis de le suivre quoi qu'il arrive et elle pensait chaque mot de ce qu'elle disait. Dès que le dernier grain de sable est tombé du sablier du dragon, Naofumi et Raphtalia ont été déposés près du village de Lutte. Un seul coup d'œil à l'endroit a suffi pour confirmer le pire. Les villageois n'avaient pas évacué, les chevaliers étaient loin d'arriver à temps, et une armée de morts vivants et d'abeilles monstres approchait. Naofumi a analysé la situation, a vite compris et a accepté que le village allait brûler à moins qu'ils n'agissent tous les deux immédiatement. Ils ne voulaient pas chasser un boss pendant que des civils se faisaient massacrer, alors ils ont oublié les règles du héros et sont allés au front. Raphtalia a bravé la panique pour mettre les gens à l'abri tandis que Naofumi courait à l'opposé, attirant autant de monstres que possible. En un instant, il a fait s'effondrer une tour de garde en flammes directement sur la horde qui avançait. Les villageois témoins de la scène ont cessé de fuir pour faire demi-tour, et ils sont revenus à ses côtés, disant qu'ils se battraient avec lui. Puis les chevaliers de Melromark sont enfin arrivés, ce qui aurait dû être une bonne chose, mais ce n'était pas le cas. Au lieu de viser les monstres, ils ont bombardé la zone avec une précision si imprudente qu'ils n'ont pas vérifié s'il restait des civils. Raphtalia était à 2 secondes de faire regretter au capitaine ses choix de carrière, et seule l'intervention du vice-capitaine a évité le pire. Naofumi a réussi à les convaincre de rediriger leurs tirs vers les vrais monstres, mais le chevalier a ricané et est parti aider les autres héros. Cependant, le vice-capitaine et quelques soldats de rang inférieur sont restés sur place pour apporter leur aide. Finalement, les autres héros ont fini leur travail en abattant le boss de la vague, une chimère, et dès qu'elle est tombée, la vague a cessé. La crise a pris fin et ses perdants cupides sont partis chercher leurs éloges et leurs récompenses. Pendant ce temps, au village, les gens que Naofumi avait protégés se sont rassemblés autour de lui pour le remercier sincèrement de les avoir sauvés. Mais Naofumi n'aimait pas les compliments et leur a dit de partir. Il pensait ne pas être un héros puisqu'il ne les avait pas aidés par amour pour eux. Pendant ce temps, Raphtalia est restée silencieuse un moment avant de poser la question qui lui brûlait les lèvres depuis le début. Elle avait tout perdu lors de la première vague quand elle était petite et elle devait savoir si au moins certains enfants du village avaient été épargnés. Naofumi a répondu oui et a posé une main sur sa tête. Et là, tout ce qu'elle avait contenu a lâché et elle a fondu en larmes. Ce soir-là, le château était en fête et tout le monde portait un toast à leur victoire contre les vagues. Naofumi restait dans son coin comme s'il assistait à son propre enterrement, et il ne serait pas venu sans la récompense promise par le roi aux héros. De l'autre côté, Motoyasu a tenté d'approcher Raphtalia, mais Mine l'a intercepté pour lui murmurer le plan le plus diabolique que son petit cerveau ait jamais conçu. Raphtalia a tendu de la nourriture à Naofumi, mais il l'a regardé comme une insulte personnelle et lui a dit qu'il préférait boire son urine. Avant qu'il ne s'apitoie davantage, une nouvelle capacité est apparue sur son bouclier permettant de les téléporter tous les deux sur le lieu de l'invasion. Raphtalia est revenue avec la nourriture et Motoyasu regardait de loin, sa jalousie augmentant de seconde en seconde. Excédé, Motoyasu jeta son gant au sol et défia Naofumi en duel. Son argument était que Raphtalia était une esclave et qu'il était là pour la libérer, bien que n'importe qui puisse voir qu'il voulait juste qu'elle change de camp. Naofumi rappela que posséder une esclave était légal et fit mine de partir. Cela dura 3 secondes avant qu'un chevalier ne lui barre la route et que le roi ne lui ordonne d'accepter le défi. Raphtalia tenta d'intervenir, disant à qui voulait l'entendre qu'elle suivait Naofumi de son plein gré. Un chevalier lui couvrit la bouche et le roi déclara qu'elle avait subi un lavage de cerveau. Naofumi tenta d'avancer, mais un cercle d'épée le convainquit de ne pas bouger. La veille du duel, il tenta de prendre une arme pour plus de puissance, mais le système le choqua et lui rappela fermement que les armes non assignées étaient interdites. Alors que les deux hommes se faisaient de face, Motoyasu conseilla à Naofumi de se rendre avant que ça ne dégénère. Mais Naofumi n'allait pas laisser partir sa protégée. Motoyasu se lança en avant, percutant Naofumi à plusieurs reprises sans obtenir le moindre résultat. Naofumi lui dit en face que son bouclier était intouchable. Motoyasu, offensé par la réalité, activa sa lance du chaos et déchaîna une tempête d'attaques incessantes jusqu'à trouver une faille et blesser le bras de Naofumi. Naofumi ne se laissa pas démonter et contre-attaqua, lui assénant un coup de poing en plein ventre. Il révéla alors une collection de monstres d'Halloween accrochés à son corps et menaça de dévorer Motoyasu.
Comme son bouclier n'offrait aucune attaque, il avait fait de ses créatures ses armes, et elles faisaient merveilleusement leur travail. Motoyasu prépara un coup de grâce puissant, mais Naofumi le bloqua net et l'envoya valser avec un bouclier de chien à 2 têtes. Il lança ensuite un bouclier de frappe aérienne qui enferma Motoyasu dans une prison de boucliers. Voyant cela, la foule traita Naofumi de lâche, alors il libéra Motoyasu et lui dit de se rendre. Cependant, Motoyasu refusa, et juste au moment où Naofumi préparait une autre attaque, une rafale de vent le frappa de nulle part. Il se retourna pour découvrir que Min avait utilisé sa magie contre lui. Il voulut s'en prendre à elle immédiatement, mais la lance de foudre de Motoyasu transperça son bouclier et le jeta au sol. À la suite de cela, Motoyasu se déclara vainqueur et commença à partir. Mais Naofumi l'accusa de tricherie, révélant que Min l'avait attaqué par derrière, mais la foule resta totalement silencieuse. Puis le roi s'approcha pour féliciter Motoyasu, et à cet instant précis, Naofumi comprit enfin tout le manège. Min était la princesse. Tout cela était un coup monté, car le roi voulait sa fille avec Motoyasu, et Naofumi était l'obstacle depuis le début. Il l'avait traîné dans leur monde contre son gré, traité comme un criminel et prétendait n'avoir rien fait de mal. Un ministre annonça que Raphtalia serait libérée de son contrat d'esclave. Des soldats saisirent son seau et y versèrent une potion jusqu'à ce que la marque disparaisse. Son système confirma immédiatement que son contrat avec elle était rompu, et Naofumi entra dans une colère noire contre sa vie misérable. Il lança son bouclier aussi loin qu'il le put, mais celui-ci se téléporta sur lui comme pour se moquer. Il hurla tout son mépris pour leur monde, et dans ce moment de rage pure et brute, sa série maudite s'activa. Pendant ce temps, Raphtalia s'approcha de Motoyasu et le gifla, lui demandant pourquoi il s'était mêlé de ce qui ne le regardait pas. Elle lui dit que Naofumi était un bon maître et n'avait utilisé son sceau que lorsqu'elle était paralysée par la peur. Min leva la main sur Raphtalia, mais Itsuki et Ren arrivèrent à ce moment-là, et Ren exigea de savoir pourquoi Min avait triché. Itsuki expliqua clairement que Naofumi avait gagné le duel, mais que Min l'avait attaqué par derrière. Min suggéra que tout le monde avait rêvé, puisque la foule ne confirmait rien. Mais Ren lui dit que la foule était restée silencieuse par peur du roi. Raphtalia retourna vers Naofumi et lui dit qu'elle était toujours la même personne, mais il lui demanda de partir. Elle lui dit qu'elle croyait en lui malgré tout et voulut le toucher, mais il la repoussa. Pourtant, Raphtalia n'avait pas l'intention de s'en aller. Elle lui dit qu'elle avait promis de rester à ses côtés et qu'elle comptait tenir cette promesse. Naofumi saisit son bouclier et tenta de l'arracher, mais elle l'arrêta en lui rappelant que c'était ce bouclier qui avait sauvé le village de la destruction. Il lui dit qu'il n'était pas quelqu'un de bien et que sauver le village n'avait jamais été son intention. Mais elle s'accrocha à lui et lui dit qu'elle ne croyait pas à son petit jeu. Elle lui dit qu'elle était son épée et qu'elle le suivrait partout, et ces mots touchèrent Naofumi en plein cœur. Et là, il réalisa. Elle avait dit exactement la même chose juste avant l'arrivée des vagues. Mais il était tellement frustré qu'il n'avait même pas écouté ce qu'elle disait. Elle lui dit qu'elle restait et c'est là que sa forme adulte apparut pleinement alors qu'elle demandait à rester avec lui. Ils se serrèrent l'un contre l'autre et pour une fois, Naofumi n'avait plus rien à redire. Motoyasu regardait tout ça, toujours persuadé que Raphtalia était sous l'emprise d'un sort. Mais Itsuki le regarda et lui dit qu'il avait le quotient intellectuel d'un poisson rouge. Le lendemain matin, Raphtalia apporta à Naofumi des restes de nourriture des cuisines du château. Il prit une bouchée et pour la première fois depuis une éternité, il en sentit enfin le goût. Elle expliqua que son clan vieillissait 4 fois plus vite que la normale, suivant leur montée de niveau, d'où leur réputation d'inhumains. Dans une pièce luxueuse, loin de tout ce drame, une femme mystérieuse écoutait son espion lui rapporter tout ce qui se passait avec Naofumi et la famille royale. Le comportement du roi ne la surprenait pas, et elle se doutait déjà que la princesse Min était derrière tout ça. Savoir que Naofumi avait trouvé une alliée en Raphtalia la rassura un peu, mais elle se reconcentra vite sur son territoire et les pays voisins. Elle dit à son espion de surveiller la capitale, car, vu comment se passait l'invocation des héros, les choses allaient se compliquer. De retour à la cour royale, les héros vinrent rechercher leur récompense pour avoir survécu à la vague et servi la couronne. Tout allait bien jusqu'à ce que le roi annonce, sans prévenir, que la récompense de Naofumi servirait à payer la libération de Raphtalia. Itsuki et Ren n'étaient pas du tout d'accord. Ils protestèrent aussitôt, rappelant que Naofumi n'avait pas perdu le duel et que le roi avait enfreint ses propres règles en laissant Min intervenir. Min prit la défense de son père, prétendant que Naofumi avait triché en utilisant des monstres d'Halloween pendant le combat. Itsuki et Ren la firent taire, rappelant à tous qu'elle avait lancé un sort en plein duel pour saboter Naofumi. Ren souligna aussi que la performance de Naofumi pendant la vague avait été impressionnante et avait sauvé de nombreuses vies. Le minimum qu'il méritait était donc d'être payé correctement. Rien de tout cela ne fit bouger le roi. Il restait là, impassible, mais finit par donner à contre-cœur à Naofumi les 500 pièces d'argent promises.
Le roi le congédia ensuite comme un simple serviteur qui aurait un peu trop traîné. Naofumi put à peine placer un mot avant que Raphtalia ne l'arrête pour s'en aller. Naofumi la suivit sans hésiter et ils sortirent tous deux sous les regards agacés de la famille royale. Ils allèrent directement chez le marchand d'esclaves où Raphtalia demanda à rétablir son sceau. Pour elle, ce n'était pas qu'une marque, mais un signe de confiance envers Naofumi, espérant qu'il la verrait enfin comme plus qu'une simple compagne. Mais le pauvre était un peu lent et ne comprit pas du tout le message. En absorbant l'encre rituelle dans son bouclier, il débloqua une fonction qui augmentait les stats de Raphtalia à chaque niveau. Il a refusé l'offre du marchand d'esclaves de racheter Raphtalia, puis ses yeux se sont posés sur une loterie d'œufs de monstres. Pour 100 pièces d'argent, il pouvait gagner un œuf au hasard, le pire cas étant un filolial pour voyager et le meilleur un œuf de dragon valant 20 pièces d'or. Le marchand a proposé un forfait spécial incluant le sceau d'esclave et la loterie et Naofumi a accepté. Il s'est ensuite arrêté à l'apothicaire où le propriétaire, reconnaissant de l'aide de Naofumi pendant la vague, lui a offert un livre de potions. En parcourant les livres, Naofumi a vite rencontré un problème. Son bouclier traduisait bien la langue parlée, mais pour la lecture, c'était une toute autre histoire. Raphtalia a suggéré d'étudier la langue et la magie ensemble, d'autant qu'ils avaient plus d'un mois avant la prochaine vague. Ils ont décidé de passer la nuit sur place et au matin, leur œuf de monstre avait éclos en un filolial. Grâce au nouveau bouclier de dresseur de Naofumi, la créature est devenue adulte en 2 jours et il l'a nommé Philo. Philo venait à peine de s'intégrer quand Motoyasu est arrivé avec une escorte royale et un décret le nommant nouveau seigneur du village. Son premier acte a été d'imposer une taxe de 50 pièces d'argent à quiconque entrait ou sortait. Mais Naofumi a noté qu'une nuit à l'auberge ne coûtait qu'une pièce, rendant cette taxe aussi absurde que de payer un loyer pour rentrer chez soi. Les villageois étaient d'accord et la tension a commencé à monter rapidement. Alors que Mine allait envoyer ses chevaliers mater la révolte, des agents secrets nommés les Ombres lui ont remis un décret révisé. Les nouveaux termes exigeaient une course de dragons entre Naofumi et Motoyasu, avec l'avenir du village en jeu. Naofumi n'avait aucune envie de courir, mais Philo faisait déjà face au dragon de Motoyasu avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit. Motoyasu, se sentant généreux, a aussi promis une récompense à Naofumi s'il gagnait par miracle. Avant même le départ, Motoyasu a commencé à provoquer Naofumi et Philo, ce qui s'est avéré être un très mauvais choix. Philo a répliqué en lui mettant un coup de pied dans le ventre, l'envoyant valser dans les airs. Plus tard, Philo a bondi de la ligne de départ et a immédiatement distancé le dragon de Motoyasu. Puis les chevaliers de Mine ont triché, posant des pièges magiques et affaiblissant Philo tout en boostant la vitesse du dragon de Motoyasu. Rien de tout cela n'a suffi, Philo a surmonté tous les malus. Naofumi a évité tous les pièges grâce à son bouclier, et ils ont franchi la ligne d'arrivée en tête sans trop d'efforts. Puis, coup de théâtre, Philo est passé de sa forme d'autruche à quelque chose ressemblant à une chouette géante. Mine a crié à la triche, mais les ombres l'ont fait taire en révélant que c'était le camp de Motoyasu qui avait triché tout du long. Les pièges magiques visaient spécifiquement des types de sorts que Naofumi et Raphtalia ne pouvaient même pas utiliser. Le groupe de Motoyasu a discrètement disparu après ça, emportant leur dignité avec eux. Pour sa récompense, Naofumi a totalement délaissé l'argent. Vu les rumeurs à son sujet, il ne voulait pas qu'on dise qu'il avait dépouillé un village entier. À la place, Philo a choisi un chariot rescapé de la vague et Naofumi a reçu un laissez-passer de marchand pour éviter les péages. L'idée de devenir marchand ambulant l'enchantait bien plus que n'importe quelle récompense royale. Ils sont partis, mais ils ont vite découvert que la vitesse incroyable de Philo avait un effet secondaire. Raphtalia a passé le voyage au bord de l'évanouissement, alors ils ont campé tôt pour qu'elle récupère. Le lendemain, il a découvert que Philo était devenue une petite fille blonde aux ailes d'ange lui demandant joyeusement son petit déjeuner. Erhard s'apprêtait à savourer son sandwich en paix quand Naofumi, Raphtalia et une petite blonde encapuchonnée sont entrés. La petite a dit qu'elle avait faim, et comme Erhard est quelqu'un de bien, il lui en a offert une bouchée. Elle a retiré sa cape, révélant qu'elle était un filolial, et a englouti tout le sandwich d'un seul coup. Naofumi et Raphtalia l'ont alors mis au courant de toute la situation. Les troupeaux de filolial comptaient apparemment des royaux parmi eux, capables de prendre forme humaine. Le marchand d'esclaves avait déjà mis à Philo un sceau de haute qualité, ce qui avait sérieusement vidé le portefeuille de Naofumi. Le problème suivant était de trouver des vêtements qui résistent au changement de forme de Philo sans se déchirer à chaque fois. C'était au-delà des compétences d'Erhard. Il leur a donc donné une robe laissée par une cliente et les a dirigés vers un tailleur local. Le tailleur avait besoin de fils magiques. Le fil magique nécessitait un nouveau cristal pour le rouet de la marchande de magie, et le rouet n'avait actuellement plus aucun cristal. La marchande a au moins découvert que Philo avait une affinité pour la magie du vent avant qu'il ne soit à court d'options.
Le groupe a donc décidé de se concentrer sur la récupération de leurs pertes. Ils ont chargé de la marchandise, attelé Philo au chariot et ont commencé à faire des trajets entre les villes. Sur la route, ils ont croisé un homme qui courait comme si le sol derrière lui était en feu. Il voulait apporter un remède à sa mère malade et était assez désespéré pour conclure un marché sur le champ. Naofumi a laissé le chariot à Raphtalia, a sauté sur le dos de Philo et a ramené l'homme chez lui bien plus vite qu'à pied. Sur place, il a utilisé ses compétences médicales pour booster le remède et la femme s'est rétablie. Elle les a payés en nourriture et Naofumi est reparti rejoindre Raphtalia sans se plaindre. Les jours suivants, le groupe a pris un rythme régulier en vendant des biens, des remèdes et en faisant le taxi. Le bruit a couru si vite qu'un marchand d'accessoires nommé Ikwal les a abordés pour leur dire que Naofumi était désormais décrit comme un saint guérisseur voyageant dans un carrosse divin tiré par le dieu des oiseaux. Leur vie paisible de marchand a tourné court quand Raphtalia a aperçu une bande de voyous barrant la route. Leur chef a exposé le plan en termes très clairs. Dépouiller le groupe et emmener Raphtalia avec eux. Naofumi, Raphtalia et Philo se sont avancés sans la moindre hésitation. Les voyous ont alors dit qu'ils avaient un garde du corps de haut niveau et qu'en plus les gardes prendraient leur parti contre le héros au bouclier déshonoré sans hésiter. Naofumi a noté l'information discrètement et s'est mise au travail. Raphtalia a ouvert le bal avec de la magie pour briser leur formation et Philo a enchaîné en lançant une tornade sur les bandits. Une fois le calme revenu, les voyous, bien amochés, ont avoué qu'un marchand rival les avait tuyautés sur Ikwal. Naofumi a répondu à leurs aveux en les donnant en pâture à Philo. Quand ils ont commencé à supplier, il leur a calmement renvoyé leurs propres paroles et a dit qu'il leur laisserait au moins la vie sauve. Il les a ensuite forcés à les mener à leur base, où chaque objet volé a été restitué sans discussion. Le marchand responsable de toute cette affaire a aussi dû payer un dédommagement, qu'il le veuille ou non. Ce même marchand, loin d'être rancunier, a été visiblement impressionné par la façon dont l'affaire a été gérée. Il leur a ouvert son réseau de contacts et a offert ses talents d'artisan en signe de bonne volonté. Naofumi est reparti en sachant raffiner les métaux, fabriquer des objets et enchanter des gemmes avec de solides bases en magie. Le réseau lui a aussi apporté des rumeurs sur les autres héros. Motoyasu aurait mis fin à une famine quelque part en plantant une culture légendaire. Ren massacrait des monstres dans le sud-est et aurait même terrassé un dragon. Quant à ce Kitsuki fabriqué, cela restait un mystère total pour tout le monde dans le réseau. Le marchand a aussi remis à Naofumi une lettre de recommandation, lui ouvrant l'accès aux mines de minerais et de pierres précieuses. Grâce à lui, il localisa la gemme magique pour les vêtements de Philo et partit avec l'apothicaire vers une grotte située près d'un temple abandonné. À l'intérieur, ils trouvèrent un coffre au trésor qui avait déjà été vidé. Une inscription en langue ancienne mettait en garde contre son ouverture ou le vol des graines qu'il contenait. Un sentiment de malaise s'installa dans le groupe alors qu'ils s'enfonçaient davantage. La grotte réagit presque immédiatement. Ils entendirent leur propre voix dire des choses que personne n'avait prononcées. La voix de Raphtalia résonna de rancœur d'être traitée comme une esclave. La voix de Philo dit des choses qui rendirent l'air de la grotte plus pesant. L'apothicaire intervint avant que ça ne dégénère, expliquant que les monstres copiaient les voix et utilisaient leurs pensées comme appât pour briser le groupe. Une fois le piège compris, les illusions cessèrent et Philo balaya les créatures avec sa magie du vent. Plus loin, une bête repéra Raphtalia au son et commença à se rapprocher. Naofumi activa son bouclier assourdissant, y canalisa la voix de Philo comme une arme et frappa la bête d'un mur de son qui l'étourdit. L'épée de Raphtalia, le coup de Philo et un jet de feu achevèrent le travail. Ils prirent les cristaux et retournèrent à la boutique où le marchand utilisa le mana de Philo pour filer le fil magique. Naofumi fit les comptes. Les habits, le sceau d'esclave, tout cela s'ajoutait aux 100 pièces d'argent initiales pour Philo pour un total de 340 pièces. Il se tourna vers Philo, tel un homme présentant une facture détaillée, lui signifiant qu'elle allait devoir travailler dur pendant longtemps. Ensuite, sur un conseil de Ikwal, Naofumi et son équipe allèrent dans un village pour vendre de l'herbicide. À leur arrivée, le lieu était envahi de lianes agressives pleines de fruits et le chef expliqua vite comment la situation avait empiré. Apparemment, Motoyasu avait voulu stopper une famine avec une graine de bioplante qui produisit d'abord des plantes comestibles. Mais après son départ, ces plantes mutèrent en monstres parasites, infectant les villageois au passage. Des aventuriers étaient repartis les déraciner mais n'étaient jamais revenus. Philo intervint et sauva ses aventuriers, ce qui était déjà impressionnant. Mais elle créa une autre surprise en annonçant à voix haute que Naofumi était le sauveur du Saint-Oiseau. Après avoir soigné les gens, Naofumi accepta de finir ce que les aventuriers avaient commencé. Il réprimanda les villageois pour leur imprudence avant de se faire payer les soins et l'extermination, puis révéla son rôle de héros au bouclier. L'attaque contre les bioplantes ne se passa pas sans heurts au début.
Raphtalia et Philo n'arrêtaient pas de se bousculer dans des situations ridicules, ce qui agaçait Raphtalia mais amusait Philo. Naofumi comprit toutefois que ses capacités de bouclier étaient le meilleur moyen d'appliquer l'herbicide. Il prit donc la tête, versa l'herbicide sur le cœur de la bioplante et la détruisit sur le champ. Pour éviter que cela ne se reproduise, Naofumi ordonna de ramasser les graines. En les ramassant, son arme légendaire débloqua divers boucliers, lui permettant d'analyser et de modifier les plantes. Il passa la nuit à utiliser ses nouveaux pouvoirs pour modifier les plantes, limitant leur mutation tout en contrôlant leur croissance et leur rendement. Quand il voulut échanger les graines modifiées au village, les habitants refusèrent. Encore secoués, ils échangèrent tous leurs fruits non modifiés contre ces graines, ce qui garantissait la fin du chaos et maintenait les profits. Trouvant le village difficile à gérer, Naofumi a vite fait demi-tour et a vendu les graines modifiées à Ikwal pour un bon prix. Ikwal leur a alors confié une autre mission, livrer un colis dans une auberge près d'une source thermale. Ils ont bouclé l'affaire, empoché quelques pièces et ont décidé de passer la nuit là-bas. C'est à ce moment-là que la frustration de Raphtalia envers Philo a commencé à se voir. Philo restait collé à Naofumi à chaque instant et a même réussi à se faire brosser les cheveux, ce qui n'a pas du tout plu à Raphtalia. Peu importe ses efforts pour passer un moment avec lui ou imaginer leur futur ensemble, Philo était toujours là, en plein milieu. Puis Raphtalia a surpris des gens parlant d'un matériau rare appelé l'adium, qui pouvait servir à fabriquer un accessoire lié aux sentiments amoureux. Elle y a vu sa chance. À la tombée de la nuit, elle s'est éclipsée discrètement pour le trouver. Elle a découvert qu'un oiseau nommé le Gagoku collectait le minerai et que le mieux était de trouver l'un de leurs nids. Ce qu'elle ignorait, c'est que Philo avait exactement la même idée, sauf que Philo voulait un œuf de Gagoku pour prouver qu'elle convenait mieux à Naofumi. Les deux ont fini par faire la course jusqu'au nid et l'endurance et les jambes puissantes de Philo lui ont donné une bonne avance au début. Mais son habitude de faire l'idiote a pris le dessus et elle a fait une chute du haut d'une falaise. Raphtalia est allée l'aider et est tombée aussi, et ensemble elles ont atterri sur le chemin d'une créature ressemblant à un sanglier appelé le dos rasoir d'argent. Elles ont réussi à s'échapper et entre la fuite pour leur vie et la reprise de souffle, elles se sont un peu rapprochées. Quand elles sont enfin arrivées au nid pour prendre ce qu'elles cherchaient, le dos rasoir d'argent a réapparu et a brisé les œufs, éparpillant le minerai partout. Les deux filles ont alors passé leur frustration directement sur le sanglier. Elles l'ont traîné jusqu'en ville, l'ont vendu aux villageois et ont utilisé les gains pour acheter des outils d'artisanat pour Naofumi, ce qu'il a apprécié sans jamais réaliser qu'elle faisait ça pour le séduire plus tard. Après les avoir remerciées, Naofumi a suggéré qu'elles aillent se laver aux sources thermales. Même si elles ont été traitées comme des enfants, le groupe a accepté de continuer à avancer avec leur maître. Le lendemain matin, alors qu'ils se préparaient à partir, Naofumi a entendu un marchand à proximité dire que les médicaments s'arrachaient dans le village de l'Est. Il a décidé que ce serait leur prochaine étape. Cette nuit-là, il s'est occupé à fabriquer des accessoires, confectionnant un bracelet pour Raphtalia et une barrette pour Philo. Avant même qu'ils ne puissent prendre la route, le lendemain matin, une vieille femme et un jeune garçon sont arrivés avec de mauvaises nouvelles. Une peste mortelle avait ravagé leur village et aucun remède n'y faisait rien. Une fois arrivé, Naofumi a fait ce qu'il faisait toujours, soigner les malades, encaisser le paiement et faire avancer les choses. Il savait qu'il ne s'attaquait qu'à la surface du problème et le médecin du village l'a vite informé de la véritable source du mal. Un dragon avait été tué par Ren environ un mois plus tôt et au lieu de se débarrasser du corps, on l'avait laissé sur la montagne comme attraction touristique. Cette décision a très mal vieilli. Le cadavre en décomposition a commencé à libérer du poison dans le vent, soufflant vers le village. Et les monstres locaux en ont fait les frais, mutant en créatures agressives, crachant du poison, faisant de la montagne une zone interdite aux aventuriers ordinaires. Pour couronner le tout, les chevaliers du royaume et les autres héros ont ignoré l'affaire, promettant plus de médicaments sans rien faire d'utile. Naofumi était écœuré par l'imprudence de Ren qui n'avait pas nettoyé le dragon après l'avoir vaincu, et il a dit au docteur que Ren avait dû oublier car il voyait encore le monde comme un simple jeu. Cependant, Naofumi est intervenu. Il a convaincu la guilde d'abandonner la requête initiale, puis a négocié pour régler le problème lui-même pour 5000 pièces d'argent. L'assistante du médecin l'a alors traité de rapace, pas du tout d'un héros, mais le gars l'a choqué en disant qu'il ne s'était jamais présenté comme un héros de toute façon. Il n'allait laisser personne le traiter comme un bénévole. Il a boosté Philo et ils ont foncé droit vers la montagne, taillant en pièces les monstres sur leur chemin. Quand ils ont enfin atteint les restes du dragon, les choses ont pris un tournant inattendu. Le cadavre s'est soudainement réanimé et s'est relevé sous la forme d'un dragon zombie. Naofumi leur a dit de fuir immédiatement, mais Philo, poussé par la haine naturelle entre les Philoliales et les dragons, s'est jeté sur lui aussitôt. Voyant cela, Naofumi s'est dit qu'ils avaient peut-être une chance de le battre quand même. Et alors qu'il essayait de presser Raphtalia, qui était malade à cause du voyage, la bête morte-vivante a soudainement avalé Philo tout entière, les laissant sous le choc. C'était la goutte de trop pour Naofumi, alors qu'il se rappelait instantanément tous les beaux souvenirs qu'il avait eus avec Philo. Il s'est demandé si ce monde lui enlevait encore quelque chose de précieux, et sa rage a commencé à exploser.
Un message buggé a clignoté devant lui, lui demandant s'il voulait du pouvoir et s'il détestait tout. Des images de Mine, du roi Altra et des autres héros ont défilé dans son esprit, et quelque chose en lui a craqué. Il s'est approché du dragon, a absorbé son attaque et a laissé le bouclier de la colère prendre le dessus, des flammes l'enveloppant alors qu'il hurlait sa rage sur la créature. Il devenait déjà incontrôlable quand il a soudain entendu la voix de Raphtalia lui dire qu'elle croyait en lui. Cela l'a instantanément ramené à la raison, et il s'est demandé ce qu'il fichait. Cependant, le mal était déjà fait car Raphtalia avait été empoisonné par le dragon et brûlé par l'énergie du bouclier de Naofumi, et le dragon zombie était toujours debout. Il a essayé de la soigner avec sa magie encore et encore, mais ça ne marchait pas. Et à ce moment-là, il s'est demandé quoi faire, s'il devait continuer à utiliser le pouvoir du bouclier maudit, car c'était le seul moyen de battre le dragon. Mais il s'est immédiatement ravisé car perdre sa concentration signifiait que la haine consumerait son esprit, et à ce stade, il n'y aurait plus de retour en arrière. Puis vint le rebondissement. Le dragon s'est soudainement effondré et Philo a jailli de son estomac après avoir dévoré un cristal magique à l'intérieur qui l'avait boosté. Naofumi a demandé où était le cristal et la gourmande a répondu qu'il était juste là, dans son estomac. Mais maintenant que la menace était écartée, l'état de Raphtalia était toujours grave. Malgré tout, elle a insisté pour aider à nettoyer avant de s'inquiéter pour elle-même et Naofumi l'a laissé faire. Il s'est occupé des restes du dragon et le paiement du village est allé directement à son traitement. Le médecin a précisé qu'une eau bénite de haute qualité était la seule chose qui pouvait la guérir complètement, alors il a rendu l'argent à Naofumi pour qu'il aille en chercher. Plus tard, Philo a passé à Naofumi un morceau du cristal du dragon, et il l'a absorbé dans son bouclier, débloquant un pouvoir mystérieux qu'il ne pouvait pas encore utiliser. Le bouclier de rage était à l'écart du reste de son arbre d'évolution, planant sur lui comme un avertissement. Il regretta aussitôt son imprudence sur le front et aurait aimé avoir agi différemment. Mais Raphtalia et Philo s'excusèrent aussi pour leurs propres failles et lui dirent à quel point elles tenaient à lui. Naofumi répondit par un petit sourire et fut gêné quand les filles lui firent remarquer que c'était la première fois. C'est alors que Raphtalia, d'humeur joueuse, lui demanda de passer la nuit avec elle, mais Naofumi l'envoya lire sa Bible. Une fois dehors, il se fit la promesse solennelle de devenir plus fort et de protéger tous ceux qui croiraient en lui. Quelques jours plus tard, Naofumi, Raphtalia et Philo nettoyaient une zone infestée de monstres pour une mission. Pendant le combat, Naofumi s'inquiétait pour Raphtalia, qui subissait encore les effets du poison du dragon zombie et de sa malédiction. Au retour, Naofumi annula leur voyage pour rentrer dès le lendemain, car soigner Raphtalia était devenu la priorité absolue. Peu après, le groupe se retrouva face à une situation tout à fait inattendue. Une nuée de Philolial entourait Melty, la fille d'un noble, mais les oiseaux s'enfuirent dès qu'ils s'approchèrent. En voyant cela, Philo fut très déçue. Elle trouvait ces oiseaux appétissants, ce qui choqua Raphtalia, qui lui dit qu'elle délirait de vouloir manger sa propre espèce. Pendant ce temps, Philo et Melty s'entendirent tout de suite, car Melty adorait les Philolial, et elles devinrent amies. Naofumi les laissa donc ensemble pendant qu'ils partaient prodiguer des soins dans un village voisin. Le soir, alors que Naofumi soignait Raphtalia en s'en voulant pour tout ça, Melty et Philo revinrent les voir. Melty expliqua qu'elle avait perdu son escorte et qu'elle devait retourner à la cité impériale. Naofumi hésita, mais Philo insista. Pensant qu'il pourrait toucher une grosse récompense avec cette gamine de riche, il accepta la mission. Cependant, il ignorait que quelqu'un les observait depuis les ombres, depuis le tout début. Le lendemain, au moment du départ, le docteur et les villageois le remercièrent, mais il leur demanda de l'argent plutôt que des merci. Au fil du voyage, le groupe se rapprocha grâce aux repas partagés et aux pauses nécessaires au repos de Raphtalia. Puis, lors d'un bivouac nocturne, alors que Naofumi et Raphtalia discutaient, ils virent les vêtements de Melty au sol près de Philo. Ils se demandèrent avec effroi si Philo l'avait dévoré, se rappelant qu'elle trouvait les autres Philolial appétissants. Philo se réveilla et ils virent que Melty allait bien. Elle dormait juste nue dans les plumes chaudes et douillettes de Philo. Raphtalia s'y endormit aussi, ce qui fit penser à Naofumi que ses plumes avaient un effet soporifique, comme il l'avait déjà ressenti. Le lendemain, à la cité, Melty remercia Naofumi, mais lui ne pensait qu'à l'argent et envoya Philo chez elle pour le récupérer. Ensuite, Naofumi et Raphtalia allèrent directement à l'église pour acheter l'eau bénite dont elle avait besoin. Le grand prêtre l'accueillit avec un sourire narquois, évoquant le duel contre Motoyasu comme si de rien n'était. Naofumi ignora la remarque et demanda l'eau bénite la plus puissante qui coûtait une pièce d'or. Pourtant, l'église essaya de lui refourguer une version coupée à l'eau. Naofumi s'en aperçut, et le prêtre réprimanda la sœur avant de lui ordonner d'aller chercher la vraie bouteille. Cet échange laissa un goût amer à Naofumi lorsqu'il quitta les lieux. Mais peu après, un garde se mit à le suivre. Naofumi dit alors à Raphtalia de se séparer pour se retrouver au chariot.
Il a à peine semé le garde avant de tomber sur Motoyasu qui bouillait déjà et était prêt à attaquer. Naofumi se demandait ce qu'il faisait là et Motoyasu l'a accusé d'avoir pris une autre esclave, Philo. Et comme elle était son genre, il voulait aussi la libérer. Motoyasu a attaqué en plein marché, frappant partout et ratant Naofumi tout en détruisant tout autour de lui. Toute la zone a sombré dans le chaos. Tout le monde s'est battu comme s'il n'attendait que cette occasion. Le garde qui poursuivait Naofumi a tenté d'intervenir pour calmer le jeu, disant que ce n'était pas le lieu. Mais Min a surgi et a déclaré un duel légitime par son pouvoir royal, ordonnant à ses chevaliers de les encercler. C'est alors que Melty est arrivé avec ses gardes, a tout arrêté et a réprimandé sa sœur Min pour son abus d'autorité tout en faisant la leçon à Motoyasu pour son imprudence. La situation s'est calmée et Raphtalia est arrivé avec Philo peu après. Motoyasu a vite tenté d'approcher Philo, mais il fut choqué de découvrir que Philo était le gros oiseau que Naofumi chevauchait. Philo s'est transformé de colère et a lancé un coup de pied dans l'entrejambe de Motoyasu, détruisant sa braguette. Pendant que tous digéraient cela, Naofumi a aperçu le vice-capitaine des chevaliers du village de lutte qui lui a fait un signe respectueux. Naofumi a ensuite emmené Melty à l'armurerie où elle a donné des informations utiles. Elle était en fait la prochaine héritière du trône. Et comme sa sœur Min abusait de son autorité, Melty avait le pouvoir d'annuler ses décrets royaux. Elle a aussi précisé qu'elle ignorait que Naofumi était le héros au bouclier lors de leur rencontre. Mais Naofumi pensait que c'était du bluff et ne voulait rien entendre. Sa méfiance envers la famille royale était trop profonde et il lui a dit que ses liens royaux suffisaient à ce qu'il garde ses distances avant de lui dire de dégager. Au même moment, Melty fut rappelée d'urgence au château par son père. En chemin, elle se souvint d'une tâche confiée par sa mère, la reine, retourner à la capitale et affronter le roi sur son mauvais traitement du héros au bouclier, car la reine ne pouvait pas le faire elle-même. À la boutique, Naofumi a dit à Philo de s'éloigner de Melty et Philo est parti en pleurant pendant que Naofumi réfléchissait au roi et à Melty. Peu après, des jeunes chevaliers et sorciers semi-humains sont entrés et ont voulu rejoindre le groupe de Naofumi pour la prochaine vague. Ils voulaient se battre sous ses ordres et non ceux des autres héros, car ils venaient tous du village touché par la vague précédente. Naofumi a reconnu le chef comme le garde qui l'avait poursuivi et un autre comme quelqu'un ayant combattu à ses côtés. Ils avaient compris que rejoindre le groupe d'un héros était le moyen le plus rapide d'être transporté sur les lieux de la vague. Naofumi a accepté de les prendre, mais à une condition. Il devait payer 150 pièces d'argent pour un accessoire spécial qu'il avait fabriqué, servant de frais d'entrée. Ils ont promis de revenir une fois qu'ils auraient l'argent. Après cela, Naofumi et Raphtalia sont allés chez Erhard pour améliorer leur armure. Pendant le travail, Naofumi a interrogé Erhard sur les étoiles à côté des noms de Philo et Raphtalia sur son écran de statut. Erhard a expliqué que les étoiles signifiaient qu'elles avaient atteint le niveau max et devaient changer de classe au sablier de l'ère du dragon. Naofumi en a parlé à ses compagnes par la suite. Raphtalia s'en remettait à lui, mais Naofumi lui a dit que c'était une décision importante à bien réfléchir, surtout pour son avenir quand il repartirait. Cette dernière partie a glacé Raphtalia. Ils se sont rendus à l'église pour obtenir les évolutions de classe, mais la nonne leur a imposé un prix ridicule de 15 pièces d'or chacun. Naofumi a remarqué son air suffisant et a décidé de jouer le jeu en remettant l'argent pour l'évolution de Raphtalia sans dire un mot. Puis une autre nonne est arrivée et a annoncé qu'il y avait eu une erreur, produisant un décret royal qui interdisait purement et simplement à Naofumi et à tout son groupe de recevoir des évolutions de classe n'importe où dans le royaume. Naofumi est sorti furieux. Il est allé directement chez le marchand d'esclaves qui faisait d'excellentes affaires depuis que le bruit courait qu'il fournissait des membres de groupes de première qualité aux héros au bouclier. Naofumi a exigé de savoir comment l'homme parvenait à obtenir des évolutions de classe pour ses esclaves. Le marchand lui a dit qu'il ne pouvait pas offrir ce service lui-même, mais que d'autres pays le pourraient. Il a suggéré Siltvelt comme option, bien que Naofumi ait rapidement réalisé qu'il n'y avait aucun moyen de faire l'aller-retour avant la prochaine vague. Le marchand a ensuite recommandé de vendre des griffes de vouivre pour renforcer les capacités de combat de Philo en attendant. Comme il ne pouvait pas utiliser de monstres vivants pour les tests, le marchand d'esclaves les a orientés vers un problème de monstres qui se préparait dans les égouts de Melromark et qui devait être réglé. Le groupe s'est dirigé vers le système d'égouts de la capitale et n'a fait qu'une bouchée de la créature de type crocodile qui y vivait avant de s'arrêter pour la nuit. Plus tard, alors que Raphtalia était soignée pour sa malédiction, elle a dit à Naofumi qu'elle voulait le suivre dans son monde une fois les vagues terminées. Avant que la conversation ne puisse aller plus loin, Philo a fait irruption. Raphtalia et Philo ne pouvant plus gagner de niveau, Naofumi s'est entièrement concentré sur la préparation de la vague, ce qui signifiait faire des réserves de médicaments et repérer les zones où la prochaine vague était susceptible de frapper. Lors d'une de ses tournées de marchand, Naofumi a traversé une ville du nord et a été arrêté à un péage inattendu, bien qu'il soit muni d'un laissez-passer de marchand valide. Il a également rencontré des réfugiés d'un pays voisin qui mendièrent de la nourriture et offraient tout ce qu'ils avaient en échange.
Il s'est avéré que Melromarc avait envoyé des aventuriers pour aider un mouvement de résistance contre un roi cruel dans ce pays, mais la situation n'avait fait qu'empirer, surtout avec l'approche de la vague. Naofumi s'est assuré que les réfugiés affamés soient nourris avant de retourner à la ville du château. À un peu plus d'un jour de la vague, le groupe de Naofumi s'est assis pour un repas dans un restaurant et a fini par entendre Ren et Itsuki à une autre table se plaindre de quelqu'un qui s'emparait de leur quête et prenait leur récompense. Itsuki venait de recevoir une quête de guilde concernant un seigneur du Nord qui pressait son peuple avec des taxes exorbitantes et utilisait ensuite cet argent pour financer des mercenaires afin de faire taire tout le monde. Naofumi a failli s'étouffer avec sa boisson, ce qui a attiré l'attention d'Itsuki. Itsuki en a conclu que Naofumi était celui qui les usurpait et Naofumi n'a pas perdu de temps pour remettre les pendules à l'heure avec lui et Ren. Il a exposé les faits clairement. Le pays qu'Itsuki était censé avoir sauvé croulait maintenant sous des taxes encore plus lourdes et la décision de Ren d'aller chasser le dragon avait discrètement déclenché une épidémie. Des gens étaient morts à cause de ce que ces deux-là avaient fait, et quand Ren a remarqué les blessures de Raphtalia et a compris d'où elles venaient, cela l'a durement touché. Naofumi leur a dit à tous les deux d'arrêter d'empirer les choses et est sorti. Itsuki n'était pas convaincu. Ren a pris ses paroles à cœur. De retour à l'armurerie, Naofumi a récupéré sa nouvelle armure améliorée, désormais construite autour du noyau du dragon zombie et dotée d'une fonction d'auto-réparation. Juste à temps, cette bande de lèche-bottes est arrivée avec les 150 pièces d'argent que Naofumi leur avait demandé de payer. Mais Naofumi leur a donné un accessoire qu'il avait fabriqué, leur a dit de dépenser tout l'argent qu'il récolterait pour obtenir un nouvel équipement, car il n'était pas question de voir ses coéquipiers tomber au combat. Il a ensuite réuni tout le monde et a passé en revue le plan pour la vague à venir. Le lendemain, tout le monde était équipé et prêt pour la bataille. Naofumi avait stocké assez de médicaments pour soigner les blessés, et avant de partir, il a glissé un bracelet personnalisé au poignet de Raphtalia, lui disant qu'il était chargé d'un sort pour booster son mana. Elle a souri et a dit qu'elle l'aimait bien. Philo, ne voulant pas être en reste, a fait une crise pour avoir quelque chose aussi, alors Naofumi lui a épinglé une barrette spéciale et a expliqué qu'elle augmenterait sa vitesse. Les jeunes soldats sont arrivés peu après. Naofumi a enregistré les squads pour la téléportation et les a prévenus qu'ils disparaîtraient tous ensemble au moment où les vagues frapperaient. Pile au bon moment, le compte à rebours s'est terminé et ils ont disparu. Ils ont atterri dans un nouveau village pour découvrir que les vagues les y avaient déjà devancés. Deux chevaliers avaient réussi à abattre un monstre avant qu'il ne s'en prenne à un villageois, et pendant une seconde, on a cru que le pire était passé. Puis un lézard monstrueux a bondi sur eux de nulle part, mais Raphtalia l'a découpé tandis que Philo l'achevait d'une série de coups de pied, et il est tombé raide mort sur le coup. C'est alors qu'ils ont aperçu une femme plus âgée au milieu du chaos, se battant contre des monstres comme si de rien n'était. Une fois qu'elle a fini, elle a remercié Naofumi de lui avoir sauvé la vie plus tôt et il s'est rappelé lui avoir donné l'une de ses potions de soins. Elle a écarté un autre monstre d'un coup de pied et leur a dit qu'elle était une aventurière, ajoutant qu'éliminer ces créatures était pratiquement un exercice d'échauffement pour elle. Naofumi commençait à se demander combien de temps cela allait encore durer quand le chevalier en chef est intervenu et lui a suggéré de trouver un moyen d'arrêter complètement les vagues avant que le village ne soit réduit en cendres. La vieille femme leur a dit de ne pas s'inquiéter, promettant de protéger le village pendant qu'ils se déplaçaient. Naofumi et les filles sont partis en courant vers les portails et ont aperçu un vaisseau fantôme se profiler au loin. Tout près, Itsuki et son partenaire étaient occupés à éliminer les monstres environnants. Quand Naofumi a demandé où étaient les autres héros, ils l'ont dirigé vers le vaisseau fantôme. Philo s'est immédiatement lancé sur le navire et a grimpé encore plus haut pour donner à tout le monde une vue d'ensemble de la situation. Sous leurs yeux, Ren a tranché le capitaine Squelette, mais la chose s'est contentée de l'ignorer et est revenue à la charge. Ren et Motoyasu ont fini par se percuter en plein combat et Ren a suggéré qu'il se concentre d'abord sur l'élimination du capitaine. Motoyasu n'était pas d'accord et a dit qu'il voulait s'en prendre au Kraken à la place, convaincu que c'était le seul moyen d'attirer le dévoreur d'âmes qui était la véritable force derrière les vagues. Avant que quiconque ne puisse régler le différend, Naofumi est tombé sur eux deux. Motoyasu n'était pas vraiment ravi de le voir et lui a dit de dégager. Naofumi a ignoré cela et a souligné que le seul moyen d'empêcher les monstres de réapparaître sans fin était d'arrêter les vagues à la source. Il est intervenu et a repoussé le capitaine, leur disant qu'ils étaient censés se battre en équipe. Naofumi a consulté les statistiques du capitaine et a commencé à réfléchir à la manière d'attirer le dévoreur d'âmes sans achever le zombie. Puis il a aperçu son ombre et a dit à Raphtalia de la frapper avec sa magie de lumière. Elle a lancé le sort et alors que la lumière vive exposait les ombres rampant sur le pont, Naofumi a donné l'ordre. Elle a enfoncé sa lame à travers sans un moment d'hésitation. Une flamme spirituelle a jailli dans le ciel et Ren n'a pas perdu de temps pour poignarder une autre ombre alors que d'autres flammes suivaient. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'il ne réalise que tout le navire grouillait de dévoreurs d'âmes. Un par un, les esprits se sont élevés et ont fusionné en un seul dévoreur d'âmes dimensionnel imposant juste au-dessus d'eux. Tout le monde fixait la chose et commençait à se demander discrètement s'il pourrait vraiment l'abattre. Ren, Itsuki et Motoyasu ont jeté tout ce qu'ils avaient dans un assaut combiné, mais la créature n'a même pas bronché.
Naofumi, voyant qu'il n'arrivait à rien, a dit à Philo de déchaîner sa magie du vent. Cependant, le dévoreur d'âmes l'a balayé et a commencé à charger sa propre attaque. Ren et Motoyasu se sont précipités droit sur lui, ce que Naofumi a trouvé être une idée terrible. Il s'est jeté devant Raphtalia et Philo juste au moment où l'explosion a déchiré le navire. Puis la créature a commencé à préparer quelque chose d'encore plus gros, quelque chose qui semblait pouvoir tous les anéantir d'un seul coup. Philo a fait appel à un nouveau pouvoir et a commencé à marteler la créature de toutes parts, détournant son attention des autres et faussant complètement sa visée. Raphtalia s'est approché pour frapper, tandis que Philo continuait de le pilonner, esquivant ses mâchoires de justesse à chaque fois. Naofumi voyait la vie du monstre s'épuiser et pour la première fois, il pensa qu'il pourrait vraiment y arriver. Mais le temps manquait pour le village. Voulant en finir, il dit à Raphtalia qu'il allait libérer son bouclier de Kuru pour achever la bête d'un coup. Elle le regarda et lui rappela quelle était son épée, et qu'elle le suivrait peu importe où il irait. Il invoqua le bouclier de Kuru et l'énergie commença à l'envahir. Dans son esprit, il sentait l'âme du dragon s'agiter dans le bouclier, et alors qu'une compétence s'activait, son équipement gagna en puissance, tandis que la fureur du dragon le brûlait. Les autres héros virent sa transformation et se demandèrent s'il n'avait pas passé un pacte avec le diable. Pendant qu'il attaquait, Min observait et disait à tous que Naofumi était un électron libre dangereux qui n'avait rien d'un héros. À ce moment, le capitaine pirate et le kraken chargèrent Naofumi par derrière. Ren abattit le pirate avec sa lame pourpre et Itsuki foudroya le kraken avec son tir de tonnerre. Motoyasu admit enfin qu'il n'avait aucune chance seul et accepta d'intervenir. Naofumi s'écarta du monstre pour créer une ouverture. Ils attaquèrent tous ensemble et Motoyasu le transperça de sa lance. Pourtant, le dévoreur d'âmes se releva comme si de rien n'était, semblant impossible à achever pour de bon. Dans son esprit, Naofumi luttait contre la rage qui menaçait de le consumer. Puis, Raphtalia apparut à ses côtés dans cet espace et lui dit simplement qu'elle croyait en lui. La fureur se dissipa aussitôt. À cet instant, une nouvelle compétence fut débloquée et il enferma la créature dans une prison de boucliers. Puis, il invoqua la Vierge de Fer, qui apparut au-dessus d'eux, avalant tout rond la prison de boucliers. Le monstre plongea dans le néant et ne revint pas. Une fois débarrassé de lui, Naofumi s'effondra d'épuisement. Mais avant de reprendre son souffle, il sentit quelque chose d'anormal. Un autre dévoreur d'âmes apparut devant eux, et Ren marmonna que ce n'était pas prévu au programme. La créature s'ouvrit et fonça sur eux, mais avant de les atteindre, une pluie de flèches de lumière la déchiqueta. Une femme descendit devant eux, balayant toute trace du monstre, et déclara que Naofumi était le seul parmi eux à avoir vraiment mérité son titre de héros. Elle se présenta sous le nom de Glace et déclara qu'elle était leur ennemie. Naofumi utilisa sa compétence d'analyse et découvrit qu'elle était une combattante de haut rang, ce qui lui fit douter de leur chance. Glace, cependant, avait hâte de se battre et lui dit d'envoyer ses esclaves au combat. Les autres héros s'offusquèrent de ses paroles et Motoyasu chargea avec eux, lançant une attaque combinée qui aurait dû l'achever. Mais quand la fumée se dissipa, elle n'avait pas la moindre égratignure. Elle demanda si c'était tout, puis lança un sort qui déclencha un vent puissant les balayant tous, laissant Naofumi seul debout. Refusant de tomber, Naofumi but une potion apaisante pour récupérer et enferma Glace dans une prison de boucliers. Elle la brisa presque aussitôt, bloqua l'attaque de Raphtalia et écarta Philo avant de lancer un sort de vent. Naofumi réussit à mettre Raphtalia à l'abri et des serpents surgirent pour immobiliser Glace un instant. Sur son ordre, Philo lança un assaut acharné, mais Glace la repoussa sans le moindre effort. Raphtalia s'avança pour en finir, mais Glace détruisit son épée d'un geste et prépara une nouvelle attaque. Naofumi les rappela vite à ses côtés et dressa une prison de boucliers, parvenant à résister à ses attaques jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent. Même ainsi, Glace fut impressionnée. Elle lui dit qu'il s'était bien débrouillé et demanda quand il comptait utiliser son bouclier de Kuru. Profitant de l'ouverture, Naofumi invoqua son pouvoir sombre avec l'aide de Raphtalia, et l'énergie envahit aussi Philo, la remplissant de rage. Philo a chargé immédiatement et a asséné un coup de pied puissant à Glace, mais Glace l'a intercepté en plein vol et l'a projeté comme si elle ne pesait rien. Naofumi a foncé, mais un sort de vent l'a stoppé net, et des flammes ont jailli autour de lui juste après. Glace a éteint le feu sans sourciller et lui a dit que sa flamme était bien trop faible pour l'inquiéter. Pour être encore plus clair, elle a lancé un brise-coque qui a transpercé son bouclier et détruit son armure. Naofumi refusait toujours de tomber, et Glace semblait intrigué, lui disant qu'il méritait vraiment son titre de héros au bouclier et l'incitant à tout donner. Relevant le défi, Naofumi l'a enfermé dans une autre prison de bouclier et a invoqué l'Iron Maiden, la scellant à l'intérieur. Elle s'en est libérée instantanément et a atterri sur le pont sans perdre un instant. Puis le navire a commencé à tanguer et Glace a compris que la vague touchait à sa fin. Décidant d'en finir, elle leur a dit que le seul moyen de clore la guerre était de les achever sur le champ.
Alors qu'elle préparait son attaque finale, Raphtalia a libéré un éclat de lumière aveuglante assez longtemps pour qu'il s'échappe sur Philo. Mais dès qu'ils se sont éloignés du navire, une pluie de flèches de lumière s'est abattue sur eux. Naofumi a dressé un bouclier d'air pour les dévier, puis Glace a lancé une épée de lumière depuis le navire. Il l'a parée avec son bouclier et a réussi à la rediriger vers les montagnes. Réalisant qu'elle ne pourrait pas conclure avant la fin de la vague, Glace a promis de les anéantir à leur prochaine rencontre, puis a disparu dans un portail. Les vagues se sont dissipées peu après, et le vaisseau fantôme s'est écrasé contre la montagne. Raphtalia, encore secouée, se demandait si leur village s'en était sorti. Plus tard au village, Naofumi a remarqué qu'un compte à rebours était apparu dans le système juste avant la fin de la vague, le laissant perplexe sur l'origine même des vagues. Une chose était claire, il devait devenir bien plus fort avant l'arrivée de la suivante. Il réfléchissait aussi à la façon de faire évoluer Raphtalia et Philo, maintenant que la compétence Soul Leader avait été ajoutée à son bouclier. Avant qu'il n'y pense trop, 2 chevaliers sont arrivés pour lui dire que le roi le convoquait au château. Au château, le roi a dit à Naofumi qu'il avait suivi tout le combat via une boule de cristal et qu'il méritait une certaine reconnaissance. Naofumi n'en a pas été ému du tout, vu qu'il avait été pratiquement traîné là de force. Le roi a alors changé de ton et a exigé de savoir comment Naofumi était devenu si puissant. Lassé par la discussion, Naofumi lui a dit de se mettre à genoux et de demander poliment s'il voulait des réponses. Le roi l'a mal pris et a ordonné à ses chevaliers de l'encercler. Naofumi a montré qu'il n'était pas intimidé et les a prévenus qu'ils allaient regretter ce combat, puis il a tourné les talons. En partant, le roi a menacé de s'en prendre à Raphtalia et Philo pour faire payer Naofumi. Ça l'a vraiment piqué au vif. Il s'est retourné et a dit clairement au roi que toucher à l'une d'elles serait une grave erreur, car il n'hésiterait pas à le faire frire et à le faire sécher en plein air, puis il est sorti. En traversant le château, une femme l'a arrêté pour lui dire qu'il devenait redoutable, puis l'a prévenu de se méfier de nouveaux ennemis. Naofumi pourra-t-il faire face à cette femme étrange et puissante? Si vous avez aimé, commentez bouclier. Aussi abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. À la prochaine, salut!